Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, donc le point lecture de novembre, même si on est début décembre. Mais voilà, je voulais revenir sur quelques livres que j'avais lus en fait pendant le mois de novembre. Ce dont je suis contente, c'est que ce mois-ci, j'ai pu lire deux livres de non-fiction, ce qui est assez rare. En général, je lis très très peu de non-fiction et je commence à m'y mettre un petit peu. J'aime bien, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi et ça me donne le sentiment, voilà, de enfin, c'est pas que un sentiment, mais voilà, ça me fait aussi apprendre des choses nouvelles et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même si, c'est une façon très différente de lire et je voulais un petit peu partager ça avec vous et puis sinon on va revenir sur, des lectures un petit peu plus, classiques, ce que j'ai pu faire durant le mois. La première lecture que j'ai faite, c'est, un livre, japonais qui s'appelle Otome Game, Tous les chemins mènent à la damnation en français. Je crois que les livres ne sont pas sortis en français, mais les mangas le sont. Mais à la base au Japon, c'est ce qui s'appelle un light novel, donc c'est du texte, c'est un livre de fiction. Il est sorti en anglais et les mangas existent également, ont été faits à partir de cette histoire et ils existent en anglais et en français également. C'est pour ça que je vous en parle. Moi personnellement, je l'ai lu en japonais parce que c'est une série. Alors là, je suis au tome 2 et en fait, c'est une série qui est assez facile à lire, en tout cas pour mon niveau de japonais et donc voilà, c'est ce qui me permet un petit peu de faire de la lecture, en japonais. Heu, je vous en parle parce que donc comme ça c'est sorti en manga et qu'il y a un animé aussi qui existe, je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens. L'histoire, on est en fait c'est ce qui s'appelle, une histoire de isekai, donc c'est un monde alternatif, un monde imaginaire de fantasy et on retrouve en fait Katharina qui, est une petite fille de 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça et un jour elle a un accident, elle se cogne la tête et ça téléporte, une personne qui meurt dans notre monde à nous, dans le corps de cet enfant, de cette petite fille. Et en fait, la personne qui est transportée dans ce corps de petite fille, c'est une, ado qui en fait, reconnaît le monde qui l'entoure, donc ce monde fantasy, comme celui du jeu vidéo qu'elle était en train de jouer avant de mourir et qu'elle adorait. Et dans ce jeu vidéo, Katharina, c'est l'antagoniste. Donc c'est la méchante qui essaye, qui déteste le personnage principal et qui, tente de la faire échouer dans sa quête de l'amour parfait. Donc en gros, le jeu vidéo, c'est, heu, une jeune fille, plein de garçons et le but du jeu vidéo, c'est effectivement de sortir avec l'un des garçons et à chaque fois, quelle que soit, la voie et le choix qu'on fait pour, quel garçon on veut sortir avec, à chaque fois, Katharina, elle, c'est toujours elle qui finit soit, bannie à vie du royaume ou assassinée, enfin voilà. Et donc quand elle arrive dans ce corps d'enfant avec tous ses souvenirs, elle va tout faire pour empêcher que cela arrive et donc elle va, se mettre à, développer, notamment, des relations bénéfiques avec les gens qui l'entourent et essayer de ne pas être, l'horrible personne qu'elle était censée être dans le jeu vidéo. Le premier tome, c'était beaucoup sur l'enfance de Katharina, donc de 8 ans jusqu'à, ses 15-16 ans et jusqu'à l'entrée, dans cette espèce d'université ou d'école de magie, dans lesquelles, tous les fils de nobles, de familles nobles qui savent faire de la magie vont. Et donc bien sûr, c'est que des nobles, hein, là-dedans, et donc le premier tome, c'était avant cette entrée dans l'école et le deuxième tome, c'est dans l'école et en fait, techniquement, le deuxième tome dans l'école, c'est ça qui est censé être le jeu vidéo. En tout cas dans la version jeu vidéo, c'est cette partie-là qui est jouée. C'est la partie d'enfance, en fait, elle est pas dans le jeu vidéo, donc en fait, dans le premier tome, elle reconnaît les personnes, mais elle reconnaît pas les événements. Or là, elle va reconnaître les événements, même si certains événements, bah, ne viennent jamais parce qu'elle a déjà changé le passé. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que déjà ça se lit extrêmement vite et c'est super gentil, c'est super mignon. Tout le monde est très, très gentil les uns avec les autres, notamment Katharina. J'aime bien le fait que, pour changer en fait son futur, où elle est censée être une horrible personne, elle va se mettre à vraiment essayer d'être gentille en fait. Et du coup, tout le monde s'aime bien, tout le monde est gentil les uns avec les autres, tout le monde est amis les uns avec les autres et même les méchants, à un moment, ils vont, comprendre qu'en fait, elle est gentille et tout et ça a un côté ultra naïf, mais ultra mignon, en fait et et reposant. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment, de méchants méchants. Hem,
Le côté négatif, c'est que, il y a pas vraiment d'enjeu et du coup, il y a pas vraiment cette envie de lire le tome d'après. C'est-à-dire pour moi, même quand je me souviens le tome 1 c'était pareil. Le tome 1 je l'ai lu genre il y a 1 an et j'ai pas lu le tome 2 avant là parce que le tome 1 il se finissait bien et que c'était mignon et là, le tome 2 c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on est sur un autre style d'histoire, mais ça avance et ça se finit bien et c'est mignon. Donc j'ai bien aimé. Après, est-ce que je lirais un autre tome? C'est-à-dire que, alors si c'est en manga, je pense qu'en manga ça se lit vite donc ça peut être sympa. En animé, c'est pareil, ça doit être mignon. En livre quand même, je trouve que, l'investissement, dans qu'on met dans un livre est pas tout à fait le même que celui qu'on met dans un manga. Du coup, moi, ça me gêne un petit peu plus. Du coup, je me dis que peut-être, je lirai pas, forcément, la suite. D'autant que depuis, j'ai trouvé d'autres séries, si je veux juste lire en japonais, j'ai trouvé d'autres séries qui m'intéressent un petit peu plus et du coup, voilà. Donc celle-ci, même si c'était une lecture sympa, je pense que ça va s'arrêter là. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Arthur et les Minimoys de Luc Besson, donc le tome 1 et il y a eu un film en 2006, il me semble. Voilà, il y a eu un film en 2006. Ma petite sœur adorait ce film, du coup, je l'ai vu plusieurs fois parce que ma petite sœur adorait ça et puis que c'était un film assez sympa que j'avais bien aimé. Et puis là, je m'étais dit: «Bah, tiens, ça fait longtemps». J'ai reçu ce livre et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais tenter en lecture». L'histoire, donc on suit Arthur. Arthur, il vit avec sa grand-mère parce que depuis que son grand-père a disparu, on ne sait pas où il est passé, il est jamais revenu et son grand-père était un explorateur et Arthur, il a 8 10 ans et il adore, un peu regarder dans les affaires de son grand-père et voir un petit peu les différentes aventures qu'il a laissées derrière lui, sous forme de journal, par exemple. Et en fait, un jour, il va partir à l'exploration, dans le jardin, en fait, de ses grands-parents parce que, la maison, ils sont menacés d'expulsion, donc la grand-mère d'Arthur doit, quitter la maison dans les 24 heures ou 48 heures car elle ne peut pas payer, le maire de la ville qui détient tous les trucs de la ville et du coup, pour payer, en fait, Arthur va partir à la recherche d'un soi-disant trésor que, le grand-père aurait trouvé et qu'il aurait potentiellement caché dans le jardin, mais qu'on n'a jamais pu retrouver. Et du coup, il va rencontrer les Minimoys. Les Minimoys, c'est des toutes petites, des tout petits êtres, qui ressemblent un peu à des elfes, et qui vivent, des elfes des forêts et qui vivent dans le jardin et qui sont extrêmement extrêmement petits et en fait, il va, rétrécir et aller dans leur communauté, rencontrer la princesse dont il va tomber très amoureux et accompagner la princesse et le petit frère de la princesse dans leur quête, pour aller, tuer le grand méchant qui menace les Minimoys. Hem Je sais pas, j'ai pas spécialement aimé, je l'ai lu ultra vite parce que c'est genre, c'est enfin, ça doit être genre 150 pages, quelque chose comme ça. Ça se lit très, très vite. Après, c'est exactement le film, enfin, c'est-à-dire il y a absolument tout ce qu'il y a dans le film, en tout cas de ce que moi je m'en souviens, il y a vraiment tout et c'est le ton était un peu bizarre. En fait, bon déjà effectivement avec le film qui existe, l'intérêt du livre, pour moi était pas évident. En plus, le film, il raconte l'histoire des 2 premiers tomes. Donc le premier tome, en fait, il s'arrête, mais en plein milieu, mais vraiment en plein milieu, quoi. C'est vraiment, il y a une péripétie et puis c'est entre 2 péripéties, ça s'arrête. Donc c'est un peu, bizarre et le ton est hyper bizarre parce que, c'est une histoire pour enfants. Le film est clairement pour les enfants. Hem Et le livre est aussi écrit pour les enfants. C'est écrit gros, c'est très petit, c'est vraiment, une écriture, classique et enfantine. Mais en plein milieu, il y a des descriptions du style, alors moi je me souviens que, le chapeau du roi des Minimoys, il est décrit comme étant, typiquement de la Renaissance à Vérone. Et du coup, ça fait vachement bizarre parce que je me dis: «Mais même moi, en fait, du coup, je sais pas du tout à quoi ressemble un chapeau de la Renaissance de Vérone». C'est pas exactement, le genre de description qu'il y a dans un livre pour enfants. Par exemple, il y a cette scène hilarante dans le film qui est, dans une espèce de boîte de nuit tenue par, je crois 2 rastas, type Bob Marley, qui sont complètement, qui ont complètement fumé des trucs et tout et où ils se retrouvent à se battre contre l'armée du méchant et tout.
C'est hilarant, c'est à mourir de rire dans le film. Dans le livre, j'ai trouvé ça super bizarre parce que dans Minimoys, eux, ils sont vieux, donc en fait, on explique qu'en fait ils ont des centaines d'années et cetera. Mais le gamin, lui, Arthur, il a 8 10 ans et il se retrouve dans cette boîte de nuit avec des gars défoncés, défoncés au shit et complètement bourrés. Et en fait, les mecs, ils le font fumer et boire. Et je trouvais ça trop bizarre dans un livre pour enfants de voir, enfin, de lire que le gamin, il est en train de fumer et il est en train de boire de l'alcool et il est complètement foncedé et il est complètement saoul. Et du coup, enfin, il est presque à signer un contrat et tout, vendant son âme au diable, enfin, voilà, des trucs à la con. Et, je sais pas, je trouvais que c'était vachement malaisant. Dans le film, c'est à mourir de rire. Je sais que dans le film, c'était la meilleure scène, mais je trouvais que dans le film, il le faisait, c'était plus l'ambiance que le gamin vraiment que tu faisais fumer. Et en plus, enfin, je sais pas, je trouvais que dans un livre pour enfants, c'est quand même ultra discuté. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, franchement, faire fumer un gamin de 8 ans, enfin, si tu l'écris bien, ça me fait délirer aussi. Mais dans un livre pour enfants, je sais pas, je trouvais que le ton, il était vachement. Il était soit d'un côté, soit de l'autre, quoi. Il pouvait être soit ouais, complètement déjanté et enfin, voilà, pour adulte, ado. Et de l'autre côté, on est quand même sur une histoire avec un enfant de 8 ans, quoi. Enfin, c'était super bizarre. Et personnellement, honnêtement, je vous recommanderais, si vous aimez faire regarder le film, peut-être que les livres deviennent intéressants si vous lisez le troisième et le quatrième. Ensuite, le prochain livre dont je voulais parler, c'était La maison hantée de Haunting Hill House de Charlotte Jackson. Donc, il y a une série Netflix, que je n'ai pas vue. La raison pour laquelle j'ai lu ce livre, c'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment dans une des lectures de non-fiction que j'ai faites. Et c'est un classique, de la littérature, d'horreur. Et donc, je me suis dit: «Bah tiens, je vais essayer». On a donc, 4 personnes, qui vont dans une maison qui est réputée pour être hantée. Parce qu'il y a un des professeurs qui, lui, est spécialisé dans tous les événements paranormaux, mais qui les étudie d'une façon scientifique. Et donc, il a réuni autour de lui, en fait, le propriétaire ou le futur héritier de la maison et 2 filles qui ont eu des expériences paranormales dans leurs enfances et qui donc, sont supposément sensibles à ce genre de choses. Et donc ils vont tous les 4 en vacances dans cette maison. Ils sont au courant, hein, de pourquoi est-ce qu'ils y vont et tout, hein, ils savent que c'est une maison hantée. Et il va se passer des trucs, et notamment on est, beaucoup sous, le point de vue d'une des filles en particulier. Cette fille-là est très mal dans sa peau, c'est-à-dire que, heu, elle enfin, elle vit, chez sa sœur avec, son beau-frère. Et elle ose pas dire ce qu'elle pense. Elle est pas fiable comme narratrice, elle est pas fiable. Des fois, elle ment, mais elle ment, en fait, alors que nous, on sait pas la vérité. Donc en fait, elle va dire des choses, aux autres protagonistes et nous, en fait, on ne sait pas qu'elle ment. Et donc en fait, c'est super intéressant de voir justement que la fille, elle est pas fiable, elle est paranoïaque. C'est-à-dire que quand on a, les pensées, qu'elle a, les pensées qu'elle a dans sa tête, quand on a ces pensées, hem, on voit que la fille, elle est complètement, enfin ouais, elle est paranoïaque, quoi. C'est genre, elle rentre dans une pièce, les gens lui disent pas bonjour, elle va se dire: «Oh, ça y est, ils veulent plus me parler, ouais, je suis sûre qu'en fait, ils voulaient pas que je vienne, peut-être qu'ils se sont mis dans cette pièce en pensant que je viendrais pas». Enfin, complètement, mais complètement à l'ouest, quoi. Et donc ça, c'est super intéressant, c'est vraiment très, très bien écrit. Hem, L'autre côté que j'ai beaucoup aimé comme style d'écriture, dans la technique d'écriture, c'est que les gens se parlent, mais ne s'écoutent jamais. Et c'est très, très bien retranscrit. En fait, vous allez avoir, 2 personnes qui vont parler de choses complètement différentes en même temps. Donc on va voir la personne A qui parle de son sujet, la personne B qui parle de son sujet, la personne A qui continue sur son sujet, la personne B qui continue sur son sujet. Et c'est super pour montrer qu'en fait, les gens passent leur temps à ne pas s'écouter. Ils parlent entre eux de ce qu'ils veulent parler, mais ils en ont rien à faire de ce que les autres pensent. Donc sur la technique d'écriture, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et c'est pour ça que je l'ai lu, parce que c'est le livre dont je vous parlerai après, c'est un livre sur l'écriture. Là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai
apprécié ma lecture, mais la fin m'a extrêmement déçue et du coup, j'ai pas vraiment envie de vous le recommander parce que, hem, je m'attendais à beaucoup plus. Il y a c'est très lent. Si vous avez vu la série Netflix, parce que je me suis renseignée même si je l'ai pas vue, ça n'a rien à voir. La série Netflix est beaucoup, beaucoup plus dans l'horreur alors que le livre en fait est pas vraiment dans l'horreur, sauf peut-être une ou 2 scènes quoi. Hem Et c'est vrai que, la fin m'a déçue. Déjà la fin, heu, j'étais pas sûre d'avoir compris, j'étais pas sûre d'avoir le livre en entier. J'ai dû en fait aller sur internet pour, comprendre, ce qu'en pensaient les gens, si les gens avaient compris la fin, s'il manquait et s'il y avait un tome 2. Enfin voilà, j'ai dû aller sur internet et non, non, c'était bien la fin. Mais du coup, voilà, la fin est un peu, ça retombe un peu comme un soufflé, il y a pas vraiment ni de fin ouverte, ni de conclusion, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un peu décevant et effectivement, plus en fait, plus l'histoire avançait et plus je me disais: «Mais il reste plus grand chose du livre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, il se passe rien. Donc voilà, c'est cette partie-là qui m'a déçue. Après, c'est un classique de la littérature horrifique, donc c'est un peu comme lire Lovecraft. J'ai lu 2 livres de Lovecraft. J'adore l'univers de Lovecraft, c'est un de mes univers préférés quand je fais du jeu de rôle ou des jeux de société, mais les livres, je trouve ça ennuyeux, alors que j'adore l'univers. C'est un peu comme, ne pas aimer, lire du Tolkien, mais aimer l'univers du Seigneur des Anneaux. Bah, là, c'est un peu pareil. Hem, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Donc voilà, personnellement, je ne vous le recommande pas, sauf si vous voulez lire, un classique de la littérature horrifique. Ça a vieilli aussi, hein, je crois que ça a été écrit dans les années 50, donc c'est pareil, ça a vieilli, mais voilà, j'ai testé, bon, c'est fait. Ensuite, on va finir avec 2 livres de non-fiction. Le premier livre que j'ai lu, ça s'appelle, The Culture Map en anglais et en français, c'est La carte des différences culturelles, il me semble. La carte des différences culturelles. C'est un très mauvais titre de livre. Heu, en français en tout cas. Donc la carte des différences culturelles, ça parle en fait, de, la façon les, dont les pays ont des différences de culture, notamment, dans le milieu, de l'entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai lu? Parce que, j'en ai parlé avec des collègues et que, je travaille beaucoup à l'international et que ça m'intéresse et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, c'était pas seulement intéressant pour le milieu de l'entreprise, c'était aussi très intéressant pour savoir comment les gens, heu, interagissent différemment et pourquoi des fois, entre cultures et ben, il y a des incompréhensions qui se génèrent. Hem Même si, faut toujours faire attention, on n'est pas juste, le produit de tous les stéréotypes de sa culture. Mais en tout cas, il y a quand même des tendances, du style, par exemple, admettons que vous avez un rendez-vous, professionnel. À partir de combien de minutes de retard vous considéreriez qu'il faudrait appeler pour dire que vous êtes en retard? Est-ce que c'est, 3 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est une demi heure? C'est-à-dire, si vous arrivez 10 minutes en retard à votre rendez-vous, est-ce que vous considérez que vous êtes presque à l'heure? Ou à l'heure ou en tout cas ça vaut pas le coup d'appeler pour dire: «Je vais arriver dans 10 minutes en retard». Et ben, selon, les cultures et ben, c'est très différent. Ça parle par exemple aussi de, est-ce que, la communication est, directe, ou non? Donc par exemple, les Américains sont connus pour avoir une communication très, très directe, alors que, les Français et les Japonais notamment, on est beaucoup, beaucoup plus, contextuel. Le français est très contextuel. Alors moi je pensais pas. Le japonais est extrêmement contextuel, c'est-à-dire que non, ça veut dire non, mais des fois ça veut dire peut-être. Hem, En français, on a également beaucoup plus, heu ce contexte qui est important par rapport aux messages. Ça se voit si vous écrivez des emails, les emails, américains sont très concis avec, juste ce qu'il faut. Les emails français, c'est beaucoup, beaucoup plus de blabla, avec, le message, il est au milieu d'un blabla, qui serait enfin, ce serait très mal poli en France d'envoyer juste un, «bonjour», et puis, «merci de faire truc, truc, truc» et puis, «bonne journée». C'est assez bizarre. Donc voilà, donc c'est sur ce genre de sujet, ça va être sur, est-ce que les retours, quand vous faites des retours négatifs, des critiques à des personnes, comment vous les faites?
Donc les Français, on est très, très fort en critique. Donc donc les trucs bien, on les dit pas, les trucs qui vont pas, on les dit tous, même quand ça va, même qu'en fait, même quand c'est pas trop mal, en fait, on critique. Alors que, des cultures comme, la culture américaine, ça va être, si quand je critique, il faut d'abord que je dise 3 points positifs pour un point négatif. Bref, ça va être beaucoup, beaucoup plus, délicat de critiquer quelqu'un et du coup, si un Français travaille aux États-Unis, il a l'impression qu'il fait un job génial et son chef américain pourrait avoir l'impression que, le Français n'a pas pris en compte ses critiques qu'il lui a, dit, alors que, bah, pour le Français, c'était juste un petit truc, quoi. Donc voilà, bon, c'est très, très intéressant. J'ai adoré. C'est un livre qui est court et qui est facile à lire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, d'avoir un diplôme universitaire pour lire le livre. Ça parle de cas de tous les jours. C'est sûr que si vous êtes, salarié, on va dire, dans une entreprise, travaillez dans un bureau ou si vous côtoyez, des si vous côtoyez d'autres cultures dans votre métier, ça vous parlera plus. Mais même dans la vie de tous les jours, moi, je l'ai envoyé, finalement, je l'ai envoyé à mes parents, parce que mon père, des fois, on parle beaucoup, lui, il travaille dans une entreprise qui est allemande et on parlait beaucoup, justement, des différences culturelles, avec les Allemands et les Américains mais en fait, même ma mère, finalement, elle a commencé à lire, elle m'a dit qu'elle aimait bien, alors que ma mère, elle a jamais, enfin, elle a jamais été, dans un environnement, de bureau avec, de l'international. Mais c'est vrai que ça parle aussi juste sur les différences culturelles et sur, voilà, des choses de tous les jours. Ça peut être même il y a beaucoup d'exemples sur, des soirées entre potes, les différences, tout ça. Donc si voilà, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse et c'est facile à lire. Enfin, le dernier livre, dont je voulais vous parler, il s'agit d'un livre de Stephen King et c'est une non-fiction puisque c'est «Écriture, mémoire d'un métier» de Stephen King. C'est un livre où Stephen King va, raconter un petit peu, comment est-ce que lui écrit et donner des conseils, aux gens qui écrivent. Pourquoi est-ce que j'ai lu ça? Puisque, je me mets de temps en temps à écrire et que je voulais un petit peu, avoir, quelques informations sur comment écrire, comment s'améliorer et que le livre de Stephen King, il est souvent cité comme un bon exemple, à lire. Il a l'avantage aussi, de ne pas être trop sur la technique parce que j'ai pas forcément accès à beaucoup de livres en français. J'écris en français, mais j'habite au Japon, j'ai pas beaucoup accès à des livres en français sur des sujets, comme ça, ou même d'ailleurs en général. Hem, mais par contre, j'ai accès à des livres en anglais. Sauf que moi, la technique d'écriture en anglais, ça ne m'intéresse pas. Donc je préférais quelque chose de plus général, du style, comment monter une histoire, comment faire, ses relectures, à qui faire relire ses livres, comment éditer ses livres et cetera. Même si l'édition, je pense que c'est assez différent. En tout cas, ça a été très, très intéressant comme lecture. La première partie est en fait, un résumé, de sa vie d'écrivain avec, voilà, ses tout débuts quand il était enfant, les premiers textes qu'il a envoyés, à des journaux ou à des magazines pour être édités. Après, il s'est marié, il a été dans une période où il était très, très addict à plein de drogues et à l'alcool apparemment et donc il parle un peu de ça et ensuite il en est sorti et donc il parle voilà, de sa vie. C'est pas spécialement à part son enfance qui est assez sympa à lire, c'est quelque chose que j'ai assez survolé pour être tout à fait honnête. Ça devient très intéressant quand il parle justement de sa façon de travailler donc ça va être des choses du style, Stephen King est quelqu'un qui ne planifie pas vraiment ses histoires. Par rapport à, d'autres auteurs, par exemple, si vous écoutez Bernard Werber, par exemple, lui, il va vous dire, «Faites votre histoire avant» et vous commencez pas à juste écrire sur une idée, sans savoir comment ça va finir. Il faut faire son histoire, il faut faire ses étapes, ses péripéties, son résumé grosso modo, heu, construire ses personnages. Alors que Stephen King, il est plus dans, avoir une idée et ensuite, découler l'idée. Pas spécialement faire de la recherche, en tout cas sur le premier jet, mais faire son premier jet avec les connaissances que vous avez et ensuite revenir plutôt dessus et voir si comment ça va. Hem, il parle aussi de son environnement de travail, d'avoir
un endroit chez soi où on peut se mettre à l'écart, qui est cosy, enfin qui est vraiment bien à nous. Parle aussi de la relecture, donc en gros ce qu'il conseille c'est, d'écrire le plus vite possible son histoire, le premier jet, en quelques mois. Et ensuite de laisser le manuscrit, traîner dans un coin pendant, 2 mois, jusqu'à ce que vous l'ayez pratiquement oublié. De le laisser traîner dans un coin pendant 2 mois et ensuite d'avoir comme ça la possibilité de le relire pratiquement en tant que lecteur, et non en tant qu'écrivain. Il y a beaucoup, beaucoup, de conseils qui sont super intéressants, notamment sur, l'écriture. Donc, lui, où il conseille d'écrire tous les jours, d'écrire à peu près 2 000 mots par jour, heu, ce qui est ce qui est probablement assez facile à faire si vous êtes écrivain, professionnel. Ce qui est très compliqué à faire quand vous avez un métier à côté à temps plein, comme moi. Donc, voilà, il y a des choses qui sont ultra intéressantes à lire, même si c'est difficile après à appliquer, selon sa situation. J'ai beaucoup aimé la partie sur la relecture. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Il met des exemples de ses propres manuscrits, re annotés, mais en tout cas, c'était très intéressant. Il y a aussi à la fin toute une liste de livres à lire, que lui recommande, et en plus cette liste, elle est mise à jour, avec les rééditions. Donc, je crois que le livre, il date, peut-être je crois même encore des années 90, avant 2000, et il y a eu des rééditions depuis et du coup, ils dans les rééditions, ils ont rajouté la liste avec les derniers livres, qui pourraient être intéressants et ça m'a vraiment plu. Ce que je ressors en fait de ces 2 lectures qui sont de la non-fiction, c'est que, il y a une vraie différence sur la façon dont je lis ces livres. C'est que c'est pas des lectures que je peux faire d'une traite et c'est pas des lectures que je peux faire avec seulement ça à lire à un instant T. Si je lis trop, même si c'est passionnant, par exemple, le Culture Map, c'est quelque chose que j'aurais pu vraiment lire d'une traite parce que ça se lit tellement bien et que c'est intéressant, que j'aurais pu le faire. Mais l'intérêt, c'est que si je lis tout d'une traite, je vais rien me souvenir. Enfin, j'ai pas le temps d'assimiler et du coup, j'oublie tout. Du coup, j'avais envie de retenir un petit peu de ces livres. Donc, c'est quelque chose que j'ai intercalé avec des lectures de fiction comme je fais d'habitude et ça a plutôt bien marché. Une autre chose que j'ai vue aussi, c'est que c'est le genre de livre où j'aime beaucoup prendre des notes. Donc, pour ça, moi, enfin, ça fait maintenant, depuis que je suis ici, je lis pratiquement que sur Kindle parce que, trouver des livres, parce que trouver des livres en français ou en anglais, c'est compliqué, ici, et que en Kindle, c'est, beaucoup plus facile. En tout cas, en e-book, c'est beaucoup plus facile. Donc je lis pratiquement que en e-book, et pour ça, les livres de non-fiction, les e-books, c'est parfait. Je peux surligner des passages. Si c'est en anglais, je peux traduire les passages juste en les cliquant. Tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes avec ces lectures, de non-fiction notamment, et j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que c'est quelque chose que je continue à faire. J'ai d'autres livres de non-fiction et ça me donne beaucoup plus envie de lire ces livres-là depuis que j'ai, un e-book, enfin depuis que je lis plus souvent en e-book. Les prix sont aussi pas les mêmes, hein, on va pas se cacher. Les livres de non-fiction, il y en a certains qui peuvent être extrêmement chers. Notamment là, par exemple, je lis un livre sur l'histoire de France des années 400 à 800, donc de la chute de l'Empire romain jusqu'aux années 800 où on quitte un peu le royaume des Francs pour rentrer dans la France. Et c'est un livre, super épais et c'est écrit par des historiens, donc c'est pas de la vulgarisation, on est sur quelque chose, d'assez pointu et d'assez lourd en termes de lecture. Surtout pour l'époque, c'est pas forcément l'époque, où moi j'ai le plus de bases. Franchement, enfin, une fois passé, Clovis, moi entre Clovis et Charlemagne, enfin c'est le néant complet, quoi. Donc c'est une lecture, voilà, où des fois j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin de surligner des choses, j'ai besoin d'aller rechercher dans Wikipédia, des trucs, enfin pour ça, la tablette ou ou l'e-book, c'est génial, quoi. Quand j'ai besoin, de rechercher à quoi ressemblait la carte de France, pour replacer, la Burgonde, enfin voilà, c'est plus facile avec ce genre de support et ça, c'est vraiment quelque chose, que j'ai découvert et qui m'encourage. Et du coup, ce que j'espère, c'est pouvoir présenter tous les mois un livre ou alors tous les 2 mois 2 livres, quelque chose comme ça, mais de continuer à avoir comme ça des lectures, de non-fiction et qui peuvent m'instruire sur différents sujets. J'ai plein de trucs un peu différents, en fait. J'ai des livres d'histoire,
J'ai des livres, la façon dont le cerveau fonctionne et c'est ça que j'ai envie, de continuer à lire. Voilà, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hem, Comme d'habitude, si, une de ces lectures vous intéresse ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!